Et malheureusement, il y a des techniques qui sont quand même pas fiables, qui ont été pourtant autorisées. Et bien, ça veut dire que je ne peux pas descendre en dessous d'un taux de 3 sur la méthode alternative, alors que c'est complètement faux. Ça pose moins de problème, mais par rapport à des petites comme c'est le cas chez l'homme, ça peut poser problème. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors qu'elle peut être égale à 0 chez l'homme, on va dire ah non, mais c'est 0,33. Je veux dire, finalement, les hommes ont toujours des taux quand même élevés, 0,33, c'est marrant, c'est curieux. Voilà, et bien en fait, ça vient de là. Docteur Dufournet, bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos qui étaient initialement réservées à mes patients, que je voyais notamment en téléconsultation. Elles leur sont toujours destinées, bien entendu. Toutefois, suite à certaines demandes, je les mets en ligne en public, donc accessible par tout le monde. Petit avertissement donc, avant de commencer cette vidéo. Cette vidéo fait donc partie des vidéos un peu techniques qui étaient initialement destinées à préparer une téléconsultation ou à faire suite pour un travail autonome avant et ou après la téléconsultation. Par ailleurs, outre le fait que ces vidéos soient assez techniques, elles sont aussi très spécifiques d'un sujet donné. On va parler d'un autre sujet qui concerne la fiabilité des techniques de laboratoire utilisées. En effet, il existe différentes techniques disponibles pour doser un même paramètre. Exemple, la créatinine peut être utilisée sur des méthodes dites colorimétriques, donc je vais faire une interaction physico-chimique et faire changer la couleur, je vais mesurer ce changement et avec un calcul, je vais essayer d'en déduire la valeur de la créatinine, donc marqueur de la fonction rénale et de la masse musculaire. L'autre possibilité, c'est une méthode enzymatique qui va être plus précise et qui va me permettre de déterminer un taux de créatinine qui sera plus proche de la réalité. Et donc pour les différents dosages, en fait, il existe ce qu'on appelle des étalons or, des gold standards en anglais. Et il y a d'autres techniques moins chères, bien sûr, plus faciles à utiliser, qui sont dérivées, qui ont été développées et qu'on essaye de corréler au gold standard en disant, voilà, elle est fiable, pas fiable. Et malheureusement, il y a des techniques qui sont quand même pas fiables et qui ont été pourtant autorisées, mais il faut aller plus loin que cela. Et dans certains cas, il faut être capable de remettre en cause la technique. Surtout, en général, c'est lorsque les taux sont les plus bas ou qu'ils peuvent être les plus parasités par d'autres paramètres. Donc, interférence et concentration basse, c'est les deux grandes situations qui doivent amener à être capable d'interpréter la valeur en fonction de la technique utilisée et pas uniquement en fonction des normes du laboratoire dont je parle de façon particulière. Ça, c'est important. Et donc, pour certaines hormones, quand elles sont très très faible quantité, le gold standard en général, c'est le RIA. En gros, c'est une technique qui utilise la radioactivité, une fixation d'une molécule sur celle qu'on cherche, par exemple sur de la testostérone libre et de la progestérone chez l'homme, qui est à des taux extrêmement bas, mais importants pourtant. Eh bien, voilà, je vais utiliser ce genre de technique pour aller détecter des taux très 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 faibles. Là, je vais vous montrer, juste vous illustrer que selon ce que l'on utilise comme méthode, eh bien, on va pouvoir dire n'importe quoi. D'une façon générale, quand les concentrations augmentent dans des valeurs habituelles, c'est là où les méthodes qu'on pourrait dire alternatives sont fiables. En revanche, lorsqu'on est dans des extrêmes, des taux extrêmement élevés ou extrêmement bas, ces méthodes sont souvent prises en défaut. Et là, il faut des méthodes qui aient été testées dans ces situations extrêmes. Mais encore une fois, la progestérone chez l'homme, par définition, c'est une situation extrême pour un laboratoire, puisqu'elle est extrêmement basse comparée au taux de progestérone chez la femme. Voilà. Donc je vais juste illustrer ça. J'ai calculé ce qu'on appelle un coefficient d'erreur. On pourrait l'appeler coefficient d'erreur, ça s'appelle en l'occurrence un coefficient de variation. Et on va voir un petit peu que là, en l'occurrence, plus chez l'homme le taux de progestérone est bas, plus la méthode qui m'avait été proposée par certains laboratoires a une erreur qui tend vers plus l'infini. Et en fait, c'est simplement lié à la formule mathématique. La méthode de référence et l'autre sont liées par une équation de type y égale ax plus b. A, c'est un coefficient, donc il peut être 1 fois et demi, 2 fois, 3 fois, ce qu'on veut. Donc ça reste proportionnel, c'est-à-dire que si je divise par 2 le taux d'un côté, je divise par 2 celui de l'autre méthode, donc jusque-là c'est cohérent. Et le problème c'est le plus b. Et donc cette constante que l'on met, ça veut dire que quand j'ai un taux qui vaut 0 dans la méthode de référence, eh bien si mon x vaut 0, je fais, quelle que soit la valeur de a fois 0, ça fait 0, il reste b plus b. Et ce b, s'il vaut par exemple 3, là on verra, eh bien ça veut dire que je ne peux pas descendre en dessous d'un taux de 3 sur la méthode alternative, alors que c'est complètement faux. Et cette différence, dans certains cas, peut être en fait énorme de signification. Donc ça, c'est vraiment la fiabilité des techniques, c'est vraiment quelque chose à bien connaître. Mais bien sûr, je me suis beaucoup intéressé, mais je n'en connais qu'une partie, et la plupart de mes confrères ne s'y intéressent pas nécessairement, ne le savent pas forcément, les labos ne le savent pas toujours eux-mêmes, et pourtant c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'un autre côté, on ne peut pas passer tout son temps
à se former sur toutes les techniques de laboratoire. Nous ne sommes pas des médecins biologistes spécialisés dans les techniques de laboratoire. Pour autant, il faut quand même connaître quelques pièges courants. Alors j'illustre, pour les plus curieux, cette histoire de non-fiabilité du test. Là, en l'occurrence, un test développé par Siemens. Donc je ne donne pas plus de détails, je ne vais pas avoir de problème. Et il apparaît dans cette colonne B. C'est donc les valeurs que l'on obtient avec ce test lorsqu'il est comparé l'étalon or, entre guillemets, au gold standard, en l'occurrence qui est le test CAC. Il se trouve que c'est Siemens eux-mêmes qui ont fait cette comparaison. Alors moi j'ai étendu la plage de calcul, et puis j'ai calculé d'autres choses, mais peu importe. Et donc si l'on regarde, on se rend compte déjà que lorsque on a 0 de progestérone, un vrai 0, en tout cas très très proche de 0, à 0,01, ici, on a 0,33 respectivement et 0,3371, c'est-à-dire 0,34. Et en fait, ça, c'est lié à l'équation. Et donc, Siemens a dit, ah ben c'est très simple en fait, notre test, c'est égal au test de référence. Donc, pour une valeur donnée de progestérone, on va multiplier par 0,71. Bon, et on va lui rajouter plus 0,33. Alors, si je prends ce graphique, et donc je regarde ici en ordonnée le test IM, par rapport au gold standard, ici, donc à la référence, qu'on appelle CAC, en l'occurrence. Alors c'est vrai que je n'ai pas exactement la même valeur, c'est-à-dire que quand j'ai 10 de progestérone, en fait j'ai 7,43. Bon, c'est un peu moins. Quand j'ai 20 de progestérone, j'arrive à 14,53. Bon, mais après, voilà, c'est lié à l'équation, puisqu'on ne multiplie pas par 1, mais par 0,71, donc on a un résultat un peu plus faible, et on corrige avec un plus 0,33, et je vais y revenir dans un instant. Donc on se dit, il suffit d'avoir des normes différentes, et puis ma foi, ça va bien, quoi. Alors déjà, première chose, c'est quand on a l'habitude de raisonner sur des normes, on voit très bien que le test en question nous donne des résultats plus faibles. Bon, mais ça, à la limite, c'est pas tellement le problème, tant que ça reste proportionnel. Si on sait qu'à chaque fois, le test donne un résultat un peu plus faible et que cet écart est toujours, entre guillemets, proportionnel, linéaire, donc finalement, je ne vais pas fausser à proprement parler la mesure. Par contre, c'est vrai que si je prescris ce test et que je ne suis pas au courant, je peux être un peu perturbé, bien entendu. Maintenant, la référence, c'est un RIA, je vous avais dit. Donc RIA, c'est une mesure très 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 précise en radioactivité. Il n'y a pas plus précis à l'heure actuelle. Enfin, sur des hormones, en tout cas, qui sont faibles en termes de quantité, comme c'est le cas pour la progestérone chez l'homme. Et là, quand je regarde cette RIA, eh bien, si je m'intéresse aux zones, vous voyez, aux zones toutes petites ici, quand il n'y a presque pas d'hormones, je vais voir qu'il y a une différence. Pour 0 de progestérone, j'ai 0,33. Pour 0,1, j'ai 0,3371, etc. Et en fait, on voit qu'il y a quand même un écart qui va se gommer au fur et à mesure, puisque là, 1, 1,04, on est pas mal. On est à la zone où finalement on a quasiment la même valeur. Mais pour les toutes petites valeurs, à cause de l'équation, alors ça peut parler pour certains, pas pour d'autres, ok, le plus 0,33 va avoir de l'importance, parce que comme ma vraie valeur de progestérone tend vers 0, 0,71 fois 0, ça fait 0, il va rester 0,33. Et donc ce 0,33 va avoir potentiellement une grande valeur quand justement la première partie tend vers 0, c'est-à-dire quand le taux de progestérone tend vers 0. Et donc du coup, je vais m'intéresser à cette zone toute petite ici où on voit très bien que ça ne passe pas exactement par le 0. Et donc face à des grosses valeurs de progestérone, ça pose moins de problème, mais par rapport à des petites comme c'est le cas chez l'homme, ça peut poser problème. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que quand je vais ici, je me rends compte que lorsque j'ai 0 sur le test d'ICAC en RIA, eh bien, en réalité, j'ai pas du tout 0. Bien sûr, j'ai 0,33. On a vu pourquoi d'un point de vue mathématique. Vous voyez, la différence, elle est considérable. Et quand je suis sur des toutes petites doses de progestérone, et ça, c'est des doses qu'on peut retrouver chez l'homme, typiquement, celles que j'ai mises ici, dans ces toutes petites doses, alors qu'elle peut être égale à 0 chez l'homme, on va dire ah non, mais c'est 0,33. Et donc 0,33, on va se dire 0,33, c'est pas mal pour l'homme. C'est même élevé d'ailleurs, c'est même pas, je dis pas mal, j'exagère, parce qu'en fait c'est trop élevé. Normalement, on devrait être à moins que ça. On devrait être autour de 0,15 éventuellement, ou même des fois entre 0,05 et 0,15. Ça dépend de l'âge et d'un certain nombre de paramètres des autres hormones stéroïdiennes, mais ce n'est pas le sujet. Voilà, donc du coup, je veux dire, finalement, les hommes ont toujours des taux quand même élevés, 0,33, c'est marrant, c'est curieux. Voilà, et bien en fait, ça vient de là. Et donc, quand on fait ce genre d'équation, donc en mathématiques, ça s'appelle une formule d'équation qu'on appelle affine, bon peu importe. Donc comme cette équation empêche la valeur 0, puisque quand le début à 0, eh bien,
il me reste 0,33, eh bien ça veut dire que le minimum, ce sera 0,33. Hein, puisque 0, c'est la valeur la plus basse que je puisse avoir d'une hormone. Je ne peux pas avoir une valeur négative, c'est pas comme les températures. Donc j'aurai toujours un plus 0,33 qui va s'ajouter tout le long, et qui va donc énormément fausser. Vous voyez, c'est considérable pour une toute petite valeur. Vous voyez en bleu l'air sous cette droite, qui est petite. Imaginez, vous voyez en rouge cet air qui est énorme. Donc en fait, l'erreur ici, qui est donc toute la partie rouge, si je la ramène à la vraie valeur, bah, l'erreur vaut 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, et potentiellement une infinité de fois la vraie valeur de l'hormone. Donc ça veut dire qu'en fait, j'aurai pour résultat quelque chose qui sera essentiellement de l'erreur. Donc ce test n'est absolument pas fiable pour les petites valeurs, vous voyez en bleu, de progestérone. Et donc là en plus, c'est le labo lui-même qui fournit ces données. Donc j'ai simplement continué sur des petites valeurs avec les équations fournies, etc. Et simplement dresser des courbes ici pour montrer que ce test n'est pas fiable pour des faibles valeurs de progestérone. Encore une fois, quand les valeurs sont plus élevées, eh bien, à ce moment-là, c'est globalement assez fiable, voire très fiable pour certains. Voilà. Donc, attention aux tests utilisés. Quand on utilise un test moins cher, comme le test IM, eh bien, attention aux extrêmes. Et ça pourrait être aussi le cas chez une femme qui aurait de très faibles valeurs. Ça existe, c'est moins fréquent bien sûr, mais ça existe quand même. Ce qui veut dire que donc, pour toutes les faibles valeurs de progestérone, ici, eh bien, ce test est complètement faux. Il va nous faire surestimer et donc nous faire passer à côté d'un déficit en hormones, voire le cas échéant chez l'homme, croire que le patient sécrète trop de progestérone, ce qui en soit peut-être embêtant, alors que ça n'est pas du tout le cas. Voilà.